Le Sénégal, ou le pays du Trinja, ce qui signifie l'hospitalité chaleureuse en langue locale, et il en est vraiment. Ce pays très calme d'Afrique, toujours souriant sur les rives de l'océan Atlantique, à l'extrême ouest de Mama Africa, est connu par la rotation pacifique du pouvoir depuis son indépendance de la colonisation française au 4 avril 1960. Le Sénégal a souffert depuis le XVe siècle jusqu'au XIXe siècle de l'exportation de ses enfants et d'autres enfants du continent par la puissance occidentale pour les vendre comme esclaves aux nouveaux habitants du Nouveau Monde à l'autre côté de l'océan. Le Sénégal, avec son âme africaine et son cœur arabe, est exceptionnel parmi ses voisins. Au niveau de la civilisation, le développement, au niveau de la paix et la tolérance entre les composants des multiples cultures au sein de sa société. Une exception dans sa passion pour tout ce qui est arabe. Tout le monde en est égal. La communauté arabe ici compte près d'250 000 de personnes de tous les pays arabes. Quand on parle du Sénégal, on sent l'émotion. Depuis Dakar, nous accueillons le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Macky Sall, contrairement à ses prédécesseurs sénégalais, n'est pas diplômé en sciences humanitaires ou juridiques et même pas politiques. Il a fait des études supérieures en physique et géologie. L'étoile de Sall a illuminé sur la scène politique depuis 2000 lorsque son allié, puis son rival plus tard, son prédécesseur Abdallah Wade, le nomma dans plusieurs positions au sein du Parti démocratique ainsi dans des positions clés au gouvernement, y compris le ministère de l'Intérieur et le ministère des Mines avant qu'il ne devienne Premier ministre entre 2004 et 2007. La brouille entre Macky Sall et le président Abdallah Wade mena à une concurrence dans une élection passionnante qui aida Sall à devenir le nouveau président en 2012. Bienvenue, Monsieur le Président. Bonjour et shukran, jaziran. Nous sommes accompagnés dans cette interview depuis notre News Center à Dubaï par le caricaturiste de notre programme, Fawaz Arnaout, qui va dessiner un portrait de notre honorable invité. Monsieur le Président, votre parcours politique est relativement court. Votre prédécesseur, lui, il a passé 26 ans dans l'opposition avant de gagner la présidence. Comment avez-vous écourté les distances? Eh bien, par la grâce de Dieu, sa volonté et par le travail, qui a été un travail élaboré avec efficience et le choix du peuple sénégalais. Après la pause, nous discuterons les affaires locales avec le président sénégalais, ainsi que les relations entre Sénégal et les pays arabes et les pays du Golfe, et aussi les voies de développement en Afrique. Bonjour, voilà une émission avec son Excellence Monsieur le Président sénégalais Macky Sall de Dakar. Monsieur le Président, vous vous êtes défini comme un président de rupture, en fait, pour établir une gouvernance efficace en mettant l'argent public dans les besoins vitaux de la population. 4 ans après votre accession à votre prédécesseur Abdallah Wade à la présidence sénégalaise, avez-vous répondu aux urgences sociales et économiques du pays? Dans mon programme de rupture, un programme qu'on a intitulé Le chemin du changement, Yoonu Yokkute à langue wolof, j'ai indiqué une volonté très ferme de lutter contre les injustices sociales, de faire en sorte aussi qu'il y ait beaucoup plus d'équité dans la répartition des revenus. Alors c'est ce qui s'est retrouvé principalement dans le programme Sénégal émergent, qui est un plan qui a été conçu comme étant le référentiel de toutes les politiques publiques. Et dans ce plan Sénégal émergent, vous avez 3 axes majeurs, dont l'axe 2 est essentiellement composé autour du capital humain, de la solidarité inclusive, avec l'éducation en prime, la santé et la couverture maladie en particulier, parce qu'au Sénégal, il faut savoir que sur 100 personnes, il n'y a que 20 qui ont une couverture maladie. L'ambition est de faire
70% de personnes en 2017 puissent avoir une couverture maladie. J'ai développé des programmes sociaux très importants d'inclusion tels que les bourses familiales. Aujourd'hui, nous sommes à 300 000 familles qui reçoivent cette bourse annuelle, mais qui est payée tous les trimestres. Et nous avons énormément de programmes sociaux qui sont en développement aujourd'hui. À côté de ces programmes sociaux, bien sûr, sur l'axe 1 du programme Sénégal émergent, nous avons développé les fondements structurels de l'économie où un secteur comme l'agriculture, qui est un secteur moteur pour l'emploi et moteur pour la croissance, occupe les premiers plans et beaucoup de transferts de ressources y ont été faits. Et c'est un secteur qui occupe plus de 58% des Sénégalais, près de 60%. Alors, nous avons mis beaucoup de transferts, ce qui a donné d'ailleurs des résultats immédiats dans la production agricole, dans la croissance et dans l'emploi. Et cela, on peut le détailler secteur par secteur. Politiquement, vous avez fait une annonce qui a fait réagir la classe politique du pays. Vous avez renoncé à écourter votre mandat en cours sur avis du Conseil constitutionnel. Le passage du septennat au quinquennat était votre promesse dans la campagne électorale. Pourquoi avez-vous renoncé à votre engagement en se basant, comme dit quelques juristes, sur un avis consultatif? Alors, je crois que les mots sont très importants. Vous venez de dire renoncement, il n'y a pas de renoncement. C'est que ma volonté n'a pas pu aller plus loin puisque j'ai toujours dit que je vais faire revenir le quinquennat, ce qui va être fait, parce qu'au moment où je vous parle encore, c'est le régime du septennat qui est en cours. Et que le référendum auquel j'ai appelé, s'il ne réussit pas, nous allons rester dans le septennat. Donc, la première, vraiment, le premier engagement, c'était le retour définitif du quinquennat, limité à deux. Deux mandats. Deux mandats. D'accord. Ça, c'est l'ambition. Maintenant, j'avais voulu, en plus de la limitation à 2 et le retour du quinquennat, demander l'application sur mon mandat en cours, qui est un mandat de 7 ans. Ça, c'est une volonté de plus. J'ai indiqué la voie et j'ai soumis le projet tel quel avec l'application de la réduction au Conseil constitutionnel, qui est le juge constitutionnel dans ce pays, qui doit dire si telle disposition est conforme ou pas. Le Conseil estime, par son avis, que cela n'est pas conforme à la Constitution. Alors, quel doit être le choix du président de la République? De tenir compte de l'avis du juge constitutionnel ou de dire je n'en tiens pas compte parce que je l'avais dit, je vais quand même passer outre. Évidemment, c'est une attitude que je me suis gardé de faire. Mais, encore une fois, la volonté, elle est là et je crois qu'elle se retrouve dans le projet de référendum. Puisque s'il est voté, ça veut dire qu'au Sénégal, définitivement, aucun président ne pourra plus faire plus de 2 mandats de 5 ans. Et ça, c'est important. Je crois que c'est ça l'essentiel, plus d'autres pouvoirs que le référendum permettra de donner à l'Assemblée nationale, au Conseil constitutionnel lui-même, parce qu'on a renforcé ses pouvoirs, et le président de la République, dans cette réforme, est celui qui a le moins d'avantages. Au contraire, ce sont ces pouvoirs qui ont été plus ou moins redistribués dans une certaine mesure. Ce référendum, il lui reste quelques semaines pour les tenants de oui et les partisans du non, de se confronter lors de ce référendum en vue de réduction, comme vous venez de le dire, à l'avenir de la durée du mandat présidentiel de 7 à 5. Le référendum, généralement, dans tous les pays, il coûte cher financièrement. Avez-vous peur qu'il va vous coûter cher politiquement? Non, le référendum, forcément, une élection a un coût. Mais il n'est pas aussi cher que les autres élections, puisque d'abord, ne serait-ce que sur l'impression des bulletins, puisque ici, pour nous, en général, chaque candidat a un bulletin ou chaque parti a une liste. Ici, il s'agit de 2 bulletins, oui ou non. Nous sommes habitués aux élections. Il y aura un coût forcément, puisque non seulement nous voterons sur l'ensemble du territoire national, mais nous voterons à l'étranger. Mais un référendum, une démocratie, elle a un coût. Mais ce coût n'est pas du tout excessif et il est totalement à la portée du Sénégal. Donc vraiment, sur ce plan, on n'a pas d'inquiétude à se faire. Sauf à vouloir critiquer, mais une consultation électorale, elle a un coût minimum. C'est le déplacement, c'est le matériel. Et le qui coût en politique. partie
Si les résultats ne viennent pas comme ils vous conviennent, vous êtes un partisan du oui ou du non? Je suis partisan du oui. C'est moi qui ai proposé le référendum. Donc je voterai oui et j'appelle à voter oui. Puisque en réalité, il faut dissocier le référendum de la personne du président de la République. Moi, je passe, je suis là, je passe après. Quelqu'un d'autre sera là. Ce qu'il faut regarder, c'est l'avenir de ce pays et sa démocratie. Moi, je dis, je veux qu'aucun président à l'avenir, à commencer par moi, ne puisse plus toucher la question délicate du mandat. On voit bien la passion que cela suscite. Oui. Que le président qui arrive ne puisse pas vouloir augmenter ou diminuer, que le nombre de mandats, qu'on ne soit pas là à épiloguer et à avoir des difficultés. Une fois que c'est voté, cette question, elle est définitivement réglée. Tout comme d'autres questions, il y a quand même 15 points, je le rappelle, sur le référendum. Donc j'appelle à voter oui. Oui pour une démocratie mature, oui pour des institutions fortes et stabilisées, oui pour, n'est-ce pas, un Sénégal en avant. Il y a des bonnes nouvelles pour le Sénégal. Dernièrement, une importante découverte du gaz, 450 milliards mètres cubes, une annonce qui intervient une année après celle de la découverte d'un gisement pétrolier. Comment comptez-vous gérer ces richesses, qui sont énormes en fait, entre droits du peuple et droits des sociétés détentrices des droits d'exploration et d'exploitation de ces puits? Vous avez raison. Vous savez que le Sénégal fait partie des pays d'Afrique et le Sénégal est un État de droit, donc qui est régi par un certain nombre d'engagements et de législations. En matière pétrolière et en matière gazière, il y a un droit qui organise l'activité, c'est le code pétrolier, à travers lequel des compagnies multinationales viennent souscrire, demander des permis de recherche, comme ça se fait dans la plupart des pays du monde. Et en cas de découverte, tout ça est déjà programmé. Tout ça est programmé dans le code pétrolier. Maintenant, nous veillerons à ce que les intérêts vitaux du Sénégal soient pris en compte et que les ressources demain qui seront générées du pétrole ou du gaz soient mises dans l'intérêt supérieur du peuple sénégalais. Et pour cela, nous avions, il y a un an, créé un fonds souverain. Bien sûr, les gens nous disaient à l'époque, mais vous n'avez pas de pétrole, vous créez un fonds souverain. Nous avons essayé de faire des affectations budgétaires, mais certainement ce fonds souverain qui a été autorisé par l'Assemblée nationale, nous allons verrouiller encore pour que les revenus issus du pétrole fassent l'objet véritablement d'une surveillance par le Parlement et que les autorisations chaque année soient faites et que, en vérité, une partie également soit préservée pour les générations futures. Mais nous sommes encore loin de là. Attendons l'évaluation des réserves. Attendons d'abord de connaître exactement la valeur des jugements. Pour le moment, il est probable qu'elle soit importante, mais on n'a pas encore les chiffres. C'est pour cela que je veux poser la question, pour ne pas se précipiter. Absolument. Entre enthousiasme. Il y aura un enthousiasme en imaginant que le Sénégal, demain, il va être comme Qatar. Le Sénégal, demain, s'il a des ressources aussi abondantes que le Qatar, je l'espère, est déjà un pays qui a beaucoup travaillé sans moyens. Donc ça, c'est une de nos marques de fabrique. Donc demain, si nous avons une manne pétrolière ou gazière, cela ne va pas empêcher notre pays de poursuivre sa trajectoire. Bien sûr, ces ressources seront un accélérateur pour arriver à l'émergence économique. Là, nous projetons 2035, mais peut-être qu'avec ça, peut-être que dès 2025, nous y serons. Mais ce qu'il faut éviter, c'est l'erreur de se limiter à la rente pétrolière et de délaisser les secteurs économiques qui doivent assurer la diversification économique et surtout la résilience d'un pays. On le voit bien aujourd'hui avec le choc pétrolier. Ceux qui n'ont pas pu diversifier leur économie souffrent beaucoup plus que les pays producteurs, mais qui ont d'autres activités économiques. Et je pense que déjà, nous allons poursuivre notre politique économique et sa diversification dans tous les domaines primaires, secondaires et surtout tertiaires, les services. Lors d'une interview, vous avez dit que le Sénégal est un îlot de stabilité dans une zone de problème. Vous êtes jusqu'à présent, au niveau de la sécurité, préservé, mais certes menacé. Est-ce que vous avez adopté une politique sécuritaire unie dans les pays de l'Afrique de l'Ouest pour confronter le terrorisme dans sa version africaine, surtout depuis le déclenchement de la guerre en Mali en janvier 2013, après les attentats de Ouagadougou et Bamako?
Vous savez que, c'est vrai, le Sénégal, par la grâce de Dieu, est un pays stable, c'est un fait. Mais aujourd'hui, les risques et les menaces terroristes n'épargnent aucun pays. Parce qu'en vérité, c'est le monde qui est ainsi fait. Il ne s'agit plus de groupes terroristes isolés. Il s'agit de nationaux dans tous les pays qui sont enrôlés dans certaines mentalités et qui peuvent devenir véritablement des menaces. Bien sûr, le Sénégal, sur ce plan, comme je le dis toujours, comme l'ensemble des pays du monde, est au même niveau de menace. Mais notre rôle en tant que pouvoir public, c'est de préserver les populations, de défendre l'unité nationale, de protéger également la population de façon globale à ce que le pays soit résilient et quelle que soit la menace et d'où qu'elle puisse venir, que nous puissions la contenir et assurer la sécurité et la stabilité du pays. Ça, nous y travaillons naturellement avec la sous-région à travers nos organisations communautaires, l'UEMOA, la CEDEAO, mais aussi l'Union africaine. Donc, c'est différents cercles concentriques. Et pour chacune d'elles, il y a un certain nombre de choses qui sont engagées sur la sécurité et la stabilité. Al-Qaïda, Boko Haram, Daesh comptent plusieurs Sénégalais dans leur rang. Ils sont aussi au cœur du chaos syrien et libyen. Ils comptent rentrer un jour dans le pays pour y développer des réseaux locaux. Y a-t-il un dispositif sécuritaire pour les empêcher de le faire? Il est difficile de dire qu'il y a un dispositif pour empêcher de faire, puisque on a bien vu que les plus grandes nations n'ont pas pu empêcher. Donc, il faut que nous soyons modestes dans nos déclarations. On ne peut pas empêcher qu'il se passe une action hostile ou terroriste. Mais ce qu'il faut faire, c'est que quand ça se produit, il faut avoir le contrôle et la résilience. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se relever et faire face, voir ce qui n'a pas marché et faire face, c'est tout. Aujourd'hui, les États-Unis sont frappés, la France, tous les pays sont frappés, en Afrique aussi, au Moyen-Orient. Donc, il ne faut pas croire que les dispositifs... Vous connaissez ces combattants qui sont en Libye ou en Syrie Si c'est des Sénégalais, bien sûr que nous allons les réadmettre chez eux, bien entendu, mais avec peut-être des mesures d'accompagnement, mais on ne peut pas refuser à un national de rentrer chez lui. Bon, sauf si véritablement il y a des raisons objectives et très sérieuses qui pourraient justifier une telle action. Le Sénégal dans le cadre arabe et islamique après la pause. Monsieur le Président, le Sénégal est le pays africain le plus proche du monde arabe. C'est ce que vous avez dit et vous avez souligné lors d'un entretien avec un journal arabe en 2014. En 2015, ces rapports se sont concrétisés par votre engagement militaire de 2100 soldats pour contribuer à la coalition arabe avec l'Arabie saoudite. C'est 3 fois plus que vous avez déployé au Mali voisin. Quelles sont vos motivations stratégiques ou économiques pour être présent à des milliers de kilomètres du Sénégal? Bien, d'abord, ce sont des raisons politiques et de solidarité et d'amitié. Je rappelle que lors de l'invasion du Koweït, le Sénégal avait envoyé un contingent. Donc, ce n'est pas nouveau que nos soldats aillent au Moyen-Orient ou même au Liban, aillent partout dans le monde. Je rappelle qu'aujourd'hui, le Sénégal est le 7e pays contributeur de troupes aux Nations Unies pour le maintien de la paix à travers le monde. Nous sommes présents en Afrique, au Mali, vous l'avez dit, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, nous sommes au Darfour, nous sommes également présents en République démocratique du Congo et récemment en République centrafricaine. Vous voyez donc que l'armée sénégalaise est sollicitée et chaque fois que nous le pouvons,
nous sommes présents. Lorsque l'Arabie saoudite a eu le besoin d'avoir dans son territoire, nous ne sommes pas allés au Yémen. Nous avons dit nous sommes prêts à déployer des forces. Et lorsque nous avons discuté avec le gouvernement saoudien, nous pourrions mettre à disposition. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas parce que le besoin ne s'est pas fait sentir. Mais nous avions exprimé cette volonté en solidarité au gouvernement saoudien et au peuple saoudien qui est un peuple frère et ami. Bien qu'il y a une ampleur des bouleversements géopolitiques liés à cette guerre au Yémen, vous avez assisté et vous avez dit oui à la demande saoudienne. Vous avez participé aussi à la plus importante manœuvre militaire jamais organisée par l'Arabie saoudite dans la région, baptisée le Tonnerre du Nord. Pourquoi la paix et la stabilité de la région, du Moyen-Orient, est tant importante pour vous? Mais parce que le monde est un village planétaire, il n'y a pas de parties séparées. On voit bien aujourd'hui l'impact de ce qui se passe en Syrie sur la sécurité en Afrique, au Mali, en Libye, et tout est lié. Nous sommes liés au Mali, nous avons une frontière commune. Donc ce qui se passe au Moyen-Orient, il ne faut pas le voir comme un lointain espace par rapport à l'Afrique. Ce qui se passe partout dans le monde nous concerne directement. Donc ce sont des sujets en réalité qui nous concerne aussi, même si nous ne sommes pas sur la ligne de champ. Mais c'est par la diplomatie, la solidarité et aussi l'organisation pour la coopération islamique que nous partageons avec tous les pays musulmans fait que parfois nous sommes sollicités sur tel ou tel théâtre ou alors pour apporter une contribution diplomatique telle que sur le conflit palestinien ou le Sénégal depuis la création de la Commission pour la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien. Le Sénégal dirige cette commission aux Nations Unies. Par conséquent, nous sommes concernés. Oui, la cause, elle est très importante, la cause palestinienne, parce que vous venez mais vous avez des relations diplomatiques avec Israël. Il y a des activistes ici sénégalais qui vous demandent de les rompre. Quelle est l'importance de ces relations? Ce sont des relations diplomatiques que j'ai trouvées ici, que j'ai maintenues, parce que ce n'est pas parce que nous soutenons la Palestine que nous n'allons pas avoir une ambassade israélienne à Dakar. Nous n'avons pas d'ambassade à Israël, mais nous avons accepté quand même qu'Israël ait une ambassade ici. Cela nous permet de communiquer avec Israël, de lui faire connaître nos positions sur la question palestinienne, le droit du peuple palestinien à disposer d'un État internationalement reconnu, dans les frontières arrêtées. Ça, c'est notre plaidoyer permanent. Donc le fait qu'Israël soit ici présent n'entache à rien ce soutien du Sénégal et ce droit au peuple palestinien. En qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous étiez à Genève pour les pourparlers, les négociations à propos de la Syrie. On sait comment ça s'est passé là-bas. Mais comment vous voyez la possibilité d'abréger les souffrances du peuple syrien qui durent depuis 5 ans dans un contexte géopolitique très complexe? Vous savez, la situation en Syrie est très compliquée. Elle l'est d'autant plus que nous n'avons pas tous les éléments d'appréciation de ce qui se passe sur le terrain. Mais ce que nous pouvons dire de façon globale, c'est que tout le monde doit œuvrer pour un cessez-le-feu, puisqu'il y a trop de morts en Syrie. Et cette guerre, elle est absurde. Il faut donc arrêter vraiment ce génocide, arrêter ce carnage. Le peuple syrien a toujours été un peuple fier qui a pu vivre dans la dignité. Aujourd'hui, nous sommes tous choqués par ces milliers, centaines de milliers de migrants qui quittent la Syrie pour l'Europe, pour tous les pays du monde. Alors qu'avec un dialogue en amont, on aurait pu éviter cela. Déjà, un cessez-le-feu pour que les populations restent dans leur terroir et que des solutions soient trouvées à travers les dialogues. Bien entendu, tout le monde lutte contre le terrorisme, mais qu'est-ce qui se passe en Syrie? Vraiment, il est difficile de le dire. Donc, moi, c'est un appel que je lance pour que vraiment les violences cessent et qu'on essaie de voir comment bâtir une sorte de réconciliation. Bien entendu, il y a des positions extrêmes de part et d'autre. Certains estiment que le problème, c'est Bachar el-Assad. D'autres estiment que sans lui, on ne peut pas trouver de solution. Il faut continuer la réflexion pour que l'ONU aide. Et dans ce cadre, nous jouerons notre rôle au sein du Conseil de sécurité
Mais il faut que les différents pays travaillent pour un apaisement et qu'une solution soit trouvée. Bien entendu, il faudra éviter que le terrorisme également prenne possession de toute la Syrie, comme ça a failli arriver après l'Irak, aujourd'hui la Libye. Il faut arrêter également ce phénomène parce qu'autrement, le monde ne sera jamais dans des conditions de pouvoir s'occuper de son développement et de l'essentiel. Les réfugiés syriens, c'est un problème et c'est une responsabilité qui pèse sur tous les pays. Est-ce que vous avez ouvert les portes du Sénégal aux réfugiés syriens? Le Sénégal, étant très loin, n'est pas tellement concerné pour le moment, mais nous avons une très forte communauté de Libano-Syriens chez nous. Donc ça, c'est depuis toujours. Ils sont tout à fait les bienvenus au Sénégal, mais dans ce phénomène nouveau, non, nous ne sommes pas en première ligne, et surtout que vraiment le Sénégal est très loin. Nous ne sommes pas pour le moment concernés par cela, mais la communauté syrienne, libano-syrienne, précisément, on l'appelle ici la communauté libano-syrienne. Elle est bien intégrée au Sénégal et elle est là depuis des générations. C'est sûr qu'elle continuera à être là avec nous. De tous les pays africains, le Sénégal a pu forger une amitié intangible, indifférente au temps qui passe et aux aléas des circonstances avec le Maroc. Quelles sont les bases de cette coopération historique qui dure depuis longtemps? Il m'est difficile de dire voilà les bases, mais ce que je sais, j'ai hérité d'une tradition, c'est l'excellence des relations maroco-sénégalaises. C'est en partie lié, je pense, à l'islam, puisque nous, l'islam nous est venu par le Maroc, la Mauritanie, et puis le Sénégal étant accolé à la Mauritanie. Donc le mouvement almoravide, déjà dans son mouvement, a jeté les premières bases de la coopération des relations sénégalo-marocaine. Par la suite, depuis plusieurs siècles, le métissage, les liens depuis Saint-Louis du Sénégal, de toute nature ont fait que nos deux pays ont cheminé. Et à l'indépendance, bien entendu, nous avons renforcé ces relations particulières qui se poursuivent encore aujourd'hui. Et j'ai l'honneur, oui, j'ai l'honneur avec Sa Majesté le roi Mohamed VI de perpétrer cette tradition qui se fera certainement au-delà de nos personnes. On reste dans les relations du Sénégal avec les pays africains arabes. La Mauritanie, elle a connu cette relation quelques turbulences, mais quels sont vos efforts pour solidifier ces relations, surtout après la grande découverte du gaz qui est en fait au sein d'un gisement offshore à cheval sur la frontière avec la Mauritanie? Absolument. Vous savez, la Mauritanie et le Sénégal, c'est un même ensemble, évidemment, qui est séparé par un fleuve, le fleuve Sénégal. Vous avez une continuité linguistique, une continuité ethnique, une continuité géographique et aujourd'hui, on le prouve, une continuité géologique avec la découverte de ces gisements de gaz à cheval à la frontière, mais qui s'étendent de part et d'autre. Donc là aussi, par l'histoire, par la géographie, par la religion, nous sommes des pays parents, des pays amis, des pays voisins. Donc, pour tout cela, nos relations sont à préserver. Et elles le sont. Le président Abdelaziz et moi-même tâchons également de donner un cachet particulier à cette excellente relation historique entre le Sénégal et la Mauritanie. Et il y a une coopération qui est claire sur ce gisement gazier? Ah oui, nous avons convenu ensemble de gérer en commun ce gisement à cheval, parce qu'il est vraiment entre les deux frontières, à la frontière entre les deux États. Et nous avons donné instruction à nos deux gouvernements de travailler avec les deux sociétés nationales et la compagnie pétrolière qui est la même de part et d'autre, donc ça facilite les choses. Et le modèle économique va être fait, c'est scientifique, les gisements sont connus, donc nous avons décidé de partager simplement ces ressources, étant entendu que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quand même la cohabitation de paix entre les deux peuples. Et le plus important, c'est cette coopération séculaire. Donc le gaz viendra renforcer, bien sûr, cette coopération. Le Sénégal et l'effort à la complémentarité africaine et la coopération avec les pays du Golfe après la pause.
ابقوا معنا. Monsieur le Président, vous êtes le président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernance, NEPAD. Aussi, vous êtes élu président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui me permet de vous poser une question sur les mots de ce continent, l'Afrique. Pourquoi il ne se développe pas malgré ses nombreuses richesses qu'il compte? C'est un problème des leaders ou un problème des peuples? Ce n'est certainement pas un problème des leaders seuls, ils ont une responsabilité, pas un problème des peuples, aussi un problème de l'histoire, puisque si nous devons être rigoureux avec notre raisonnement, on ne peut pas juger l'Afrique sans tenir compte de l'environnement. Et l'Afrique est le continent, malheureusement, qui a le plus souffert de la domination pendant des siècles. L'esclavage, on l'a connu, les forces vives du continent ont été transférées pendant 3 siècles. Ensuite, un siècle de colonisation qui a dépouillé l'Afrique de ses ressources les meilleures. Ensuite, les indépendances sont venues. Là, à partir de ce moment, la responsabilité des dirigeants africains est posée sur la gestion, sur la transparence, sur les guerres tribales. Et l'Afrique, qui est arrivée à l'indépendance dans des conditions extrêmement difficiles, la plupart des pays africains ont dû faire la guerre de libération pour obtenir leur indépendance. C'est le cas de l'Algérie, c'est le cas des pays de l'Afrique australe, c'est le cas de la Guinée-Bissau, du Mozambique, bref, de l'Angola. Ils sont très nombreux, les pays qui ont payé très lourdement leur indépendance. Et arrivé à l'indépendance, bien sûr, il fallait éduquer les élites, il fallait mettre les gens au travail. Il n'y avait plus de colonisateurs entre Africains, il fallait organiser la démocratie. Je pense que le continent est aujourd'hui en train de sortir la tête de l'eau. Donc c'est ça qu'il faut voir. Malgré ce passage historique difficile, aujourd'hui l'Afrique c'est 800 millions d'habitants, c'est un continent sur 30 millions de kilomètres carrés, mais c'est aussi une croissance pour le monde entier. Et l'Afrique essaie de transformer ses produits, l'Afrique essaie de marcher dans une démocratie véritable. Les guerres ont beaucoup baissé, malgré tout ce qu'on dit. C'est vrai, il y a encore un peu de terrorisme, mais globalement, le continent aujourd'hui est en voie d'émergence. Et c'est ça qu'il faut voir, puisque la plupart des pays ont à peine 20 ans d'indépendance. Donc on ne peut pas les juger comme des pays qui ont 100 ans, 200 ans d'indépendance. Les gens doivent être plus indulgents avec le continent dans les jugements. Mais je suis un optimiste. Je crois que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, l'Afrique sera certainement un des points de convergence où tout le monde viendra faire du business. Pour le business, il y a 16 pays dans la zone franc, monnaie créée depuis 1945. Aujourd'hui, des experts assurent qu'elle freine le développement des pays qui l'utilisent. Faut-il reconfigurer cette union monétaire, à votre avis, en fonction des nouvelles nécessités? Alors ce débat, il se poursuit même à notre niveau. Mais j'ai lancé d'ailleurs une invitation aux universitaires africaines, membres de la communauté économique, de faire vraiment des publications scientifiques sur la question, au-delà de l'aspect politique ou de l'aspect passionnel du débat sur la monnaie. Il est bon que les universitaires qui maîtrisent cette matière donnent par leur recherche et par leur connaissance véritablement les enjeux. Il est clair que l'union monétaire donne des facilités. Il y a des avantages à être ensemble et à avoir la monnaie CFA. Il y a aussi des inconvénients puisque nous ne sommes pas totalement maîtres en tant que pays de notre destin, puisque d'abord c'est une communauté et nous avons des critères de convergence. Nous agissons ensemble.
Un pays comme le Sénégal seul ou la Côte d'Ivoire seul ne peut pas définir sa politique fiscale parce qu'elle est dans un environnement où nous avons un cordon douanier, nous avons un tarif extérieur commun qui est le même dans tous les pays. Nous avons des taxes, par exemple, qui sont les mêmes dans tous les pays. Alors, cela, et dès lors que l'ancrage du CFA se fait avec le trésor français, on peut croire et on peut penser qu'effectivement, on n'a pas toute la latitude sur la maîtrise de la monnaie. Ça, c'est discutable et parfois, il y a des vérités là-dessus. Mais je pense que nous sommes en train de travailler aujourd'hui au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO pour faire une convergence, pour avoir une monnaie unique au sein de l'espace CEDEAO sur les 15 pays. En ce moment, ce débat sera dépassé. Durant ce débat sur la monnaie, est-ce que ça soulève la question sur le pourquoi les pays n'utilisent pas les 60 milliards d'euros dont ils disposent auprès du Trésor public à Paris? Non, là aussi, c'est de l'amalgame qui est vraiment entretenu, parce que toute monnaie a une contrepartie pour les échanges. Oui. Comme notre monnaie est convertible à cause de sa parité avec l'euro, il faut bien, dans le compte d'exploitation de la Banque centrale, que de l'argent soit disponible pour couvrir toutes les importations de l'UEMOA. Donc ça, ce sont les réserves qui sont déposées dans le compte d'exploitation qui garantissent la valeur de la monnaie. Bon, ça, on ne peut pas naturellement. Oui, on peut dire qu'on a fait beaucoup plus. Ce débat est posé au sein de l'UEMOA et les chefs d'État y travaillent. Le président Ouattara, qui est un banquier lui-même, qui est aujourd'hui président en exercice, a un chantier justement de nous entretenir d'ici le prochain sommet de réponses attendues sur ce sujet. L'Afrique, il y a une percée dans ce continent chinoise et indienne qui investissent massivement ces dernières années dans plusieurs secteurs. Quels sont les envers et les revers de cet engagement en Afrique et au Sénégal particulièrement? D'abord, j'aurais souhaité que les Arabes également viennent investir comme le font les Chinois, les Indiens, les Américains, les Européens. Nous sommes en réalité un continent ouvert. Le Sénégal est un pays très ouvert. Il n'y a pas de préférence particulière. Si nous avons, et il est heureux de voir de plus en plus que les Arabes s'intéressent à de l'investissement long terme, des investissements tels que le chemin de fer ou les autoroutes qui sont en concession ici. Il faut donc que les hommes d'affaires arabes puissent, à l'image des autres, faire davantage de voyages sur le continent pour développer des partenariats publics-privés, des joint ventures avec le secteur privé africain et sénégalais pour ce qui nous concerne, pour compétir au même titre que les autres. Mais nous sommes ouverts et que ce soit les Chinois, les Indiens ou les autres, nous n'avons aucun problème, ça nous convient parfaitement. Pour les pays arabes du Tout Golfe, le monde est le bienvenu, pour être très clair. Pour les pays arabes dans le secteur maritime, l'opérateur émirati Dubai Port World sera chargé de la construction d'une zone libre-échange entre l'aéroport et le port de Dakar. À quel point vous voulez renforcer les coopérations et comment vous évaluez cette coopération avec DP? Oui, DP World a une présence au Sénégal depuis plusieurs années et lorsque je suis arrivé, cette présence a été renforcée. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, Dubai Port World a dépassé le seuil qui était fixé en termes de nombre de conteneurs par an, de VP, pour pouvoir maintenant construire le port du futur qui sera aménagé à Bargny. Et aussi, en même temps, ce port sera contigu à la zone économique exclusive qui lui donnera vraiment un schéma très intéressant, un peu proche de Djebel Ali Free Zone. Je pense que c'est un modèle en construction et nous sommes très satisfaits de cette coopération avec un État comme le Sénégal, maintenant qu'il détient une richesse, on peut dire qu'il détient une richesse pétrolière et gazière et qu'il cherche des modèles de développement alternatifs à ceux peut-être proposés de l'Occident ou par la Chine, par exemple. Est-ce que le modèle qui est mis en place par les pays du Golfe est un modèle qui vous intéresse, tel que le modèle de l'Union d'Arabes Unis? Vous savez, chaque pays a une particularité. Il est clair que le modèle des Émirats arabes est un modèle très alléchant. Il est très beau comme modèle. Mais je pense que c'est partie aussi de l'histoire de cette portion du Golfe
arabique, avec aussi des ressources importantes en pétrole d'une part, mais un génie créateur de l'émir de Dubaï pour faire de cette terre aujourd'hui le foyer du monde, la zone de concentration, le hub mondial, que ce soit au plan aéronautique, au plan des services portuaires et au plan de l'investissement. Je pense qu'il n'y a pas eu que les ressources pétrolières qui ont été importantes. Au contraire, c'est le génie de l'homme. Et c'est la vision qui a été la plus déterminante. En ce qui nous concerne, je crois que nous avons une vision et une ambition. C'est de faire de notre pays une économie émergente, forte, un îlot de stabilité, un pays ouvert, comme les Dubaï d'air et les Émirats, ouvert au monde, et ça c'est une marque de fabrique du Sénégal, et un pays où il fait bon vivre et où on peut faire des affaires. Donc bâtir notre économie, nourrir notre population à travers une agriculture moderne, où la transformation se fait sur place, transformer les productions minières et agricoles, donc développer l'industrie, et surtout développer tout un réseau de services. C'est ça un peu notre ambition. Donc ça va être forcément une économie diversifiée. Ça va dépendre de quels facteurs exactement pour réussir ce plan très ambitieux? D'une part, c'est d'abord le travail, parce que c'est par le travail qu'on peut arriver à changer la donne, c'est par le travail qu'on peut arriver à développer des secteurs. Nous avons une jeunesse qui est très importante, et une jeunesse éduquée. Nous sommes en train de changer le format de l'éducation vers l'enseignement des sciences, de la technologie, des mathématiques et aussi la formation professionnelle. Et ça permettra de donner à l'ensemble du secteur économique une main-d'œuvre qualifiée et capable de pouvoir non seulement satisfaire la demande économique, mais même d'être exportée. Donc, le dividende démographique chez nous, il peut être valorisé si nous mettons beaucoup de ressources sur l'éducation et la formation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donner à la jeunesse sénégalaise une perspective à travers une formation adéquate qui puisse lui permettre, tant dans le pays, en Afrique qu'ailleurs, de pouvoir se développer et trouver sa place dans le concert du monde. Donc les ressources humaines, c'est une clé de réussite dans le modèle d'émergence que nous voulons bâtir. Vous êtes dans un chantier, si j'ose dire, politique et économique. Vous êtes ouvert aussi. Et c'est pour cela que je peux me demander comment démontrer qu'il y a des économies complémentaires entre les régions du monde, les pays du Golfe par exemple, et entre l'ouest de l'Afrique, et spécialement le Sénégal, malgré les distances, il y en a deux. Et comment vous comptez renforcer les coopérations entre les deux dans l'avenir? Déjà, nous avons des cadres bilatéraux de coopération, des ambassades, et nous avons des bureaux économiques. Ensuite, il y a les relations d'affaires et les relations économiques à travers les forums qui se tiennent à la fois dans ces pays, que ce soit à Dubaï, à Abu Dhabi ou dans les autres pays du Golfe, particulièrement à Doha ou au Koweït, à Jeddah aussi, où nous avons un grand centre financier avec la BID comme point focal. Donc, nous essayons de développer aussi des financements grâce au mécanisme de la finance islamique. Et c'est nouveau, le Sénégal a été le premier pays en Afrique à lancer un soukouk. Et nous l'avons réussi. Maintenant, le soukouk est devenu familier à l'ensemble des pays. Et nous avons aussi légiféré sur la finance islamique avec beaucoup de mécanismes qui vont permettre de rapprocher en fait ces deux zones et de développer l'investissement et le commerce entre le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest et le Golfe. Donc le message, il y a l'opportunité ici. Il y a beaucoup d'opportunités parce qu'en Afrique, aujourd'hui, nous avons de fortes croissances et nous avons de grands besoins en infrastructure. Il faut des aéroports, des ports, des chemins de fer, de l'énergie, des services, de télécommunications. Donc tout est à faire. Comme un peu le Golfe a été bâti sur un laps de temps assez réduit, l'Afrique a besoin sur ces 30 années de se mettre à niveau. Donc je vous l'ai dit, c'est 30 millions de kilomètres carrés qu'il faut construire, avec des routes partout, des autoroutes, des chemins de fer, des universités à construire, des industries. Donc les affaires sont là, les opportunités sont là. Il faut que les gens aient confiance
au potentiel africain. Et je pense que le futur, c'est l'Afrique. C'est ma conviction et ce n'est pas loin. Le futur, c'est déjà aujourd'hui. Le dessin personnel du président sénégalais Macky Sall est prêt, signé par notre caricaturiste Fawaz Arnaout. Il est temps pour notre invité de commenter brièvement les termes ou les mots suivants dans la rubrique des questions, des 5 questions. Et je commence avec l'île Gorée. L'île de Gorée, c'est une île historique qui est là en face, qui a été surtout rendue célèbre par malheureusement le commerce de l'esclavage, puisque c'est à partir de Gorée que les négriers, qui sont des navires qui emportaient les esclaves vers l'Amérique, prenaient départ. Et il y avait la porte du non-retour une fois que les esclaves qui traversaient cette porte, ils ne revenaient jamais, soit ils mouraient en mer, ou ils étaient allés en Amérique, ou au Brésil, en tout cas dans les Caraïbes. Donc Gorée est resté ce symbole de la mémoire de ce que l'humanité a connu de plus abject, c'est-à-dire le commerce des êtres humains à une échelle industrielle. Donc je suis en train de travailler pour d'ailleurs construire le mémorial de Gorée. Et ça a été un vieux projet que j'ai trouvé sur place, mais je tiens à le réaliser avec l'appui de tous les amis du Sénégal. Et donc Gorée est à préserver à tout prix, pour la mémoire, mais aussi pour l'avenir. Abdallah Wade. C'est le 3e président du Sénégal, c'était mon prédécesseur. Barack Obama. C'est un grand dirigeant du monde, président actuel des États-Unis d'Amérique, qui a marqué l'humanité. Premier noir à être élu président des États-Unis d'Amérique. Ça a été un déclic pour l'humanité, pour ceux qui pensaient que l'homme noir ne peut pas occuper des fonctions hautes. Je pense que ça a été un démenti cinglant. Le père. Le pape? Le père, en général, le père. Oui, le père, c'est le géniteur, celui qui a donné vie grâce à la maman, parce qu'on l'oublie, sans la maman, il n'y a point de père, il n'y a point d'enfant. Mais le père, c'est toujours une inspiration, un respect, et voilà, on doit ça à nos pères. Et je finis avec Mama Africa. Eh bien, Mama Africa, je dirais en tant que géologue que l'Afrique est le berceau de l'humanité, et ça, c'est démontré. L'Afrique, c'est ce continent qui a tant donné à l'humanité. Vieux continent, vieille civilisation, civilisation égyptienne, avant toutes les autres. On a tendance à l'oublier. Donc l'Afrique, c'est tout cela, c'est le berceau, c'est aujourd'hui également un centre d'intérêt fondamental pour le monde entier. Il est vrai, il y a quelques conflits, parce que les gens ne veulent pas que l'Afrique soit unie, parce qu'unie, elle est très forte. Mais nous devons être conscients, nous les enfants d'Afrique, il nous faut aller vers cette unité pour la renaissance de l'Afrique. Monsieur le Président Macky Sall, je vous remercie énormément d'avoir accepté de nous donner cette interview à la télévision de Dubaï. Et merci, chers téléspectateurs, pour l'avoir suivi. Au revoir.